Départemental 2021, bonjour. Aujourd'hui, je suis avec Muriel Lagorce, bonjour. Bonjour. Monsieur Xavier Fourtinon, bonjour. Bonjour. Alors, vous vous présentez à ces élections départementales sur le canton Côte d'Argent et, à la grande surprise, vous êtes l'un avec vous, c'est-à-dire que vous représentez la majorité. On va quand même, pour les gens qui ne vous connaissent pas, il y en a quelques-uns, vous présenter. Alors, je vais commencer, si vous m'autorisez, par Madame Lagorce. Bien sûr. Vous êtes conseillère municipale à Léon. Oui. Vous êtes aussi à la communauté de communes. Côte-Land Nature, c'est ça. Côte-Land Nature. Et vous êtes, je vous laisse le plaisir de le dire, vice-présidente. Vice-présidente du département en charge de l'éducation. Donc, ça veut dire que vous étiez déjà élu il y a 6 ans et que vous voulez continuer le travail que vous avez entamé. C'est ça. Et je suis donc avec Monsieur Xavier Fourtinon, qui est le président du département. Vous avez souhaité repartir, donc c'est la continuité du travail entamé. Oui, je suis devenu président donc, suite au décès d'Henri Emmanuelli en 2017. Donc l'ensemble de la majorité m'a fait confiance et m'a convié cette responsabilité, m'a fait l'honneur de choisir. Et c'est vrai qu'au terme de ces 4 ans, où on a fait un travail considérable, inévitablement, comme tout chantier, ce n'est jamais fini. Et je souhaite bien sûr poursuivre pour le mandat qui vient avec Muriel Lagorce qui est élue avec moi depuis 2015. Alors, avant de démarrer, on va faire un bilan, on va faire le tour, puisqu'on va rester dans la continuité. Vous le signaliez, vous étiez vice-présidence à l'éducation. Est-ce que ça a un rapport avec votre métier, ce choix? Oui, tout à fait, parce que je suis enseignante au collège de Lynx. Je suis enseignante de français. Et c'est vrai qu'avoir un pied sur le terrain, c'est important quand on est élu. Ça permet de prendre les bonnes décisions, ça permet de voir la portée de nos actions. Alors, vous parlez d'être élu, de la portée de vos actions. Quand on regarde la liste que vous avez remis en place avec les colistiers que vous avez pour présenter les cantons, vous me disiez qu'une de vos fiertés, c'était de repartir avec des élus qui étaient déjà là. C'est que tout le monde a voulu repartir, vous êtes une vraie équipe. Oui, on a vraiment démontré qu'on était une équipe tout à fait soudée. C'est-à-dire que ce n'est pas une recomposition qui se fait tous les 6 ans. C'est quand même aujourd'hui la majeure partie des élus de ce conseil départemental ont souhaité repartir parce qu'ils ont mesuré quand même la qualité du travail qui était fourni et surtout tout le chemin qu'il nous restait à parcourir parce qu'un département aussi attractif que les Landes nécessite un investissement toujours plus important. Et donc, à la différence de 2015, la majorité a été consolidée aussi par les élus du Parti communiste qui nous ont rejoints. Et donc, on fait cause commune avec l'ensemble des forces de gauche qui nous ont rejoints aujourd'hui. Et c'est aussi le témoignage que tout le monde se retrouve et dans les valeurs et dans l'action qui ont été menées au sein de ce département. Voilà, parce que là, on sent bien que vous repartez avec une équipe. Il ne va pas y avoir de temps d'adaptation. Vous pouvez immédiatement, au lendemain de l'élection, recontinuer le travail. Ah oui, là on est dans la continuité. Le budget a été adopté le 6 et le 7 mai, donc tout est prêt pour pouvoir... il n'y aura pas, comme vous dites, de temps d'adaptation, des temps d'études. Tout est prêt à se poursuivre. Et surtout que beaucoup de chantiers sont ouverts et donc nécessitent d'être poursuivis de toute façon. Donc là, on part avec des équipes expérimentées. Bon, c'est vrai que la majorité sont sortants et on espère bien sûr étendre bien sûr de cette majorité sur des territoires qui nous avaient échappé en 2015. Et je rajouterai qu'on a une habitude de travailler ensemble. Donc ça, c'est important pour la continuité et qu'il y a une vraie cohésion dans ce groupe. Je dirais presque qu'il y a une vraie solidarité dans ce groupe et ça tombe bien puisque c'est le budget le plus important du département. Et donc pour vous, ça représente aussi que le mot solidarité, ça veut dire quelque chose. Ah, c'est le mot le plus important pour le département. D'abord, vous l'avez dit, hein, c'est vraiment le premier budget. Et puis il y a une vraie solidarité envers les plus démunis, envers les plus vulnérables, mais aussi, et nous y tenons beaucoup, une vraie solidarité territoriale. C'est-à-dire que chaque fois que nous prenons des mesures, que nous envisageons des actions pour le département, on n'oublie aucun territoire. Voilà. Nous sommes un département avec une géographie contrastée, avec une façade touristique très prisée l'été. Nous avons également 2 grandes agglomérations et puis des territoires beaucoup plus ruraux. Et nous essayons à chaque fois que nous prenons une décision de n'oublier personne. Alors ça, on a pu le mesurer d'autant plus cette dernière année
où le département a subi non seulement la crise sanitaire, mais aussi une crise aviaire et de nombreuses intempéries qui ont touché de nombreux Landais. Et donc, on a essayé durant toute cette année, et les années avant bien évidemment, d'être vraiment au plus près des préoccupations de chacun et d'être à leur écoute et d'apporter des solutions. On peut réussir cet engagement parce qu'une des choses dont le département ne se discute pas, c'est les finances. Vous veniez de le dire, le budget a été adopté et ça n'a pas trop posé de problème puisque les finances... Oui, c'est vrai qu'on fait partie des départements qui ont quand même, au niveau, et ça c'est pas nous qui le disons, hein, c'est toutes les analyses qui sont faites au niveau national, où on a donc une gestion qui est saine, avec des équilibres financiers qui sont bons, qui nous permettent de mener une politique qui est relativement ambitieuse, tant auprès des habitants que aussi au niveau de projets très structurants. Et donc on a un niveau d'investissement qui se mesure par le taux, les euros dépensés par habitant, qui est à peu près 30 à 40% plus élevé que la moyenne nationale. Donc aujourd'hui, c'est-à-dire que on équipe aussi ce département d'infrastructures qui sont indispensables pour l'avenir et pour permettre d'attirer, du moins d'accueillir correctement toutes ces populations nouvelles qui viennent sur notre département, tant au nord qu'au sud et aujourd'hui dans les agglomérations. C'est vrai que, comme l'expliquait Muriel, on a une géographie contrastée, tous les territoires n'évoluent pas à la même vitesse, mais l'objectif qu'on s'assigne en permanence et que l'on traduit dans les faits, c'est que tout le monde puisse bénéficier des mêmes services publics à un moment où ces services publics nationaux, eux, disparaissent. Nous implantons en permanence des maisons landaises de la solidarité, des casernes de pompiers partout, des centres d'exploitation pour l'entretien des routes et des collèges à taille humaine qui permettent d'innerver tout le territoire. Ce qui était très important, ce que vous voulez dire, c'est que vous faites vraiment attention à ce que ce maillage ait une forme sur tout le département, qui n'est pas un point plus fort que d'autres, qu'on ne puisse pas déséquilibrer le département. C'est pas facile à faire. Non, c'est pas facile parce que naturellement, comme l'expliquait Muriel, le littoral attire beaucoup plus. Et donc, quelque part, il y a une pression particulière sur cette partie-là du territoire. Et donc, quelques territoires ruraux pourraient se sentir un petit peu en déséquilibre ou abandonnés. Et par l'intervention publique, on essaye de rééquilibrer donc les services qui sont rendus à l'ensemble de la population pour qu'il n'y ait personne qui soit déshérité. Quand on a préparé cet entretien, dont vous m'aviez parlé de solidarité, que c'était vraiment pour vous très important. Le deuxième mot qui est peut-être plus surprenant, vous avez parlé d'innovation. C'est un département innovant. En quels termes et pourquoi ça vous intéresse d'être innovant? Et quels sont les projets justement qui pour vous sont très représentatifs de votre action? L'innovation pour moi s'accompagne du progrès. C'est-à-dire que la notion de progrès est quand même toujours très très importante. Sans progrès, on n'avancera pas. Donc l'innovation, elle doit être au cœur de toutes les politiques. Et ce n'est pas obligatoirement de la technologie. L'innovation, elle peut être dans l'innovation sociale. Et le village Alzheimer en est un exemple. On a été le premier département de France à vouloir trouver une autre façon d'accueillir les personnes qui sont malades de la maladie d'Alzheimer, en recréant un petit peu leurs conditions de vie habituelles à travers un village. Et donc on souhaite expérimenter ceci au niveau national et avec un travail de recherche qui est conduit en permanence pour véritablement voir comment évoluent les patients ou les villageois au sein donc de ce village. On aurait pu parler d'une autre innovation qui a montré toute son efficacité à travers l'opération « Un ordinateur, un collégien portable ». Par exemple, ça a été une innovation qui a maintenant 20 ans et qui a démontré pendant la crise sanitaire que les élèves de nos collèges ont pu suivre de façon beaucoup plus efficace qu'ailleurs les cours à distance parce qu'il y avait ces équipements. Et je dirais même que quand une innovation marche, vous essayez de la retransporter puisque cette idée d'un ordinateur, un collège, vous l'avez transformée au niveau des personnes du 3e âge, des personnes âgées. Expliquez-moi comment. Tout à fait, puisqu'on a déployé dans les EHPAD des tablettes numériques pour permettre à ces personnes, quand elles étaient isolées lors de la crise sanitaire, elles ont pu entrer en lien avec leur famille par le biais des images.
Voilà, ça c'était innovant et je pense que ça leur a apporté une véritable bouffée d'air en ces temps qui ont été si compliqués. Je crois qu'innover, c'est voilà, c'est ne pas rester sur place, c'est vouloir avancer, vouloir faire toujours mieux. Et je crois que le rôle d'un politique, c'est ça, c'est anticiper. Alors, dans les autres innovations, on a parlé de la maladie, on a parlé des personnes âgées. Il y a aussi un vrai travail au niveau de la jeunesse. Vous êtes toujours en train de regarder comment on peut les aider. Expliquez-moi, puisque vous êtes au cœur de la jeunesse par votre métier. Tout à fait. Mais être jeune, c'est être un citoyen en formation, finalement. Et nous avons décidé, effectivement, d'accompagner ces jeunes dans leur formation. Nous avons décidé d'accompagner chaque jeune Hollandais pour bien les préparer à leur avenir d'adulte. Alors ça se décline sur de nombreuses mesures que nous avons pu prendre. Hein. C'est des apprentissages à la citoyenneté avec collégiens citoyens, qui est la suite du conseiller départemental jeune. Nous avons lancé avec le budget participatif des projets spéciaux pour les jeunes, donc où ils peuvent s'investir sur leur territoire. Nous avons également lancé des aides au permis, nous avons lancé des aides à la mutuelle, nous avons lancé dernièrement des aides au BNSSA, le Brevet national de sécurité et de secourisme aquatique, en contrepartie d'un engagement citoyen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on incite les jeunes à s'investir, à se prendre en main et à prendre en main leur territoire aussi. Donc, et puis il y a eu pendant la crise sanitaire, il y a eu des mesures d'urgence pour les jeunes. C'était le troisième mot que vous m'avez dit. On a dit solidarité, innovation, et le troisième mot c'était protéger. C'est-à-dire que pour vous le département, il doit être prêt quoi qu'il se passe. Et justement le principe c'est qu'on ne sait pas ce qui va se passer, à réagir immédiatement. Le plus bel exemple, on est en plein dedans, c'est la pandémie. Immédiatement, vous n'avez pas hésité à prendre vos responsabilités. Oui, parce que bon, c'est sûr que moi je n'ai jamais commenté les décisions qui étaient prises par le gouvernement. Parce que je considère que quand on a une période, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est le président de la République, quand on est en guerre, à un moment donné, il faut avoir un chef de guerre et il faut que tout le monde puisse suivre et avoir une ligne directrice. Néanmoins, quand il a manqué de masques, mais le département s'est débrouillé et ce n'a pas été facile pour trouver des masques pour tout le monde. Quand on a eu besoin de mains et de bras et de têtes pour la vaccination, on a mis à disposition tout ce dont on avait besoin. Quand il a fallu soutenir le tissu associatif, on a créé un fonds de solidarité pour les tissus associatifs. Il y a eu de très nombreuses associations qui nous ont sollicités et on a répondu présent. Il a été de même avec le tissu culturel qui souffre énormément. Maintenant que nous sommes dans la période de déconfinement, on voit absolument la nécessité de rouvrir les lieux culturels et toutes ces personnes intervenant dans le milieu culturel ont beaucoup souffert de pouvoir présenter, mais de pouvoir préparer leur spectacle aussi. Et c'est pour ça qu'on les a accompagnés durant cette période qui était particulièrement difficile. Mais on pourrait parler de protection suite aux intempéries. Quand il y a eu donc ces intempéries qui ont mis à mal beaucoup de territoires, eh bien, on a apporté notre soutien à côté de l'État pour pouvoir reconstruire des ouvrages, pour pouvoir apporter les réponses les plus opérationnelles possibles. Avec le gel du printemps, qui a mis à mal toute la vigne de ce département, on a répondu présent là aussi pour apporter des soutiens importants à tous ces viticulteurs et producteurs d'Armagnac. Donc on doit toujours être en réaction permanente et donc en protection. Parce que quand on parle toujours des vulnérables, des personnes les plus vulnérables, un certain nombre de personnes se disent « moi je ne suis pas concerné ». Mais si, dans notre vie, à tout moment, on aura une vulnérabilité et il faut être assuré qu'il y ait quelqu'un qui puisse prendre en considération votre demande et votre besoin. C'est vraiment la logique, vous venez de le dire, tout au long de notre vie. Et vous, pour vous, quand vous regardez votre action politique dans ce que vous devez faire, c'est vraiment une phrase qui revient très couramment dans votre discours. Tout au long de la vie, le département doit accompagner. Oui, les Landaises et les Landais, ils ont besoin d'être accompagnés, certains peut-être plus que d'autres, mais ils ont besoin d'un accompagnement. Quand vous allez à l'école aujourd'hui, quand vous avez le transport scolaire gratuit, bien, pour certaines familles, dans un département très vaste comme le nôtre, c'est quelque chose de très important. Quand vous arrivez à la fin de votre vie, que vous avez un niveau de dépendance élevé, savoir que vous pourrez accéder à une place, quels que soient vos revenus, dans un EHPAD, je crois que c'est quelque chose qui rassure. Alors rassure la personne âgée peut-être, mais aussi rassure sa famille. Qu'elle sache qu'il y aura des
des services qui seront rendus en période, si on a une perte d'emploi et qu'on se trouve avec les dispositifs d'aide aux familles, on peut apporter des réponses aussi. Je crois que tout le monde a besoin de savoir que quelqu'un sera à son écoute. Et c'est pour ça que l'on maille l'ensemble du territoire de tous ces services publics. Justement, vous parlez de services publics, vous venez de parler du transport et je reviens dessus parce que le transport a disparu de la compétence et c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas bien. La région a une compétence, le département a une compétence, la mairie a une compétence. Et la compétence transport a disparu et il y a eu un effet que les Landais n'ont pas subi parce que, logiquement, le transport devenait payant. Et vous, vous êtes opposé à ça. Disons qu'on ne s'est pas opposé, on a trouvé un accord avec la région et on est le seul département sur les 12 de la région Nouvelle-Aquitaine à avoir maintenu le transport scolaire gratuit pour l'ensemble des familles parce que c'était une politique historique de ce département et on a dit c'est pas parce qu'on change d'opérateur que c'est la région qui devient compétente que les Landais doivent subir les conséquences de cela. Donc c'est vrai qu'on n'intervient plus sur les circuits, mais on intervient toujours sur le pouvoir d'achat des familles et c'est nous qui faisons un chèque tous les ans à la région en Nouvelle-Aquitaine pour que les Landais puissent toujours bénéficier. C'est un chèque de 2 millions d'euros que l'on fait à la région Aquitaine pour que les Landais n'aient pas à payer le transport scolaire. Donc le 27 au soir, vous êtes élu. Quels sont les projets ou les autres axes dont on n'a pas encore parlé qui, pour vous, vous allez être dessus? Je ne sais pas, on parle beaucoup de transition durable, d'environnement, de mobilité. Tout ça, c'est des dossiers que vous avez déjà pris et que vous allez continuer? Oui, parce qu'on est dans un département un petit peu atypique par rapport à l'environnement. Il faut quand même savoir que ce département, du moins une bonne partie, le massif forestier en particulier, a été construit par la main de l'homme. C'est-à-dire qu'on a eu une véritable politique d'aménagement du territoire au XIXe siècle quand on a planté de façon massive cette forêt. Parce qu'il y avait un but déjà de réduire les espaces marécageux et donc on ne savait pas trop au départ à quoi servirait ce bois. Et donc c'est devenu à la fois une ressource écologique et une ressource économique. Et donc on a été déjà un exemple de développement durable. Et aujourd'hui, on entend parler de beaucoup de circuits courts, mais l'utilisation du bois, c'est l'exemple même du déploiement de ces circuits courts. Donc c'est pour ça que pour nous, porter une politique environnementale, c'est quelque chose qui est ancré dans l'histoire même de ce département. Et depuis de très nombreuses années, le département, dès 1988, s'est préoccupé de la gestion des étangs, où le canton de Contargent est très concerné, avec l'étang de Léon, l'étang d'Oreillan, parce que ce sont des étangs qui naturellement sont liés à l'eutrophisation, sont en train de se combler. Et donc on a souhaité intervenir pour lutter à la fois sur le comblement, mais aussi sur la lutte contre les plantes invasives et sur les aménagements des abords des étangs. Et donc, de la même façon, sur la préoccupation que nous avons avec le littoral, sur aujourd'hui les conséquences du réchauffement climatique, on s'est tout de suite engagé dans des stratégies de gestion du trait de côte, d'une part, et aussi sur la problématique de la gestion des déchets, où depuis maintenant 1991, on nettoie le littoral 365 jours par an. Il y en a qui font des actions ponctuelles. Le département nettoie à la fois une partie de façon mécanique, mais aussi manuelle. Il y a quand même aujourd'hui 15% du littoral qui est nettoyé manuellement avec des associations, soit de personnes handicapées, soit des associations d'insertion. Donc on peut allier à la fois l'insertion, le soutien au handicap avec le nettoyage du littoral. On arrive à la fin, mais on va quand même parler des handicapés parce que c'est vrai que c'est des gens qui sont là et je sais que sur votre liste, vous avez quelqu'un qui est vraiment au cœur du problème. Est-ce que c'est un geste pour montrer que pour vous aussi, même l'handicap, c'est quelqu'un qui a toute sa place et qui doit avoir toute sa place? Pour nous, je veux dire, la question ne se pose pas. Vous êtes dans le département qui a développé Handiland, qui est une manifestation qui se passe tous les 2 ans pour le sport adapté. On est le seul département en France qui a un service de sport spécial qui s'occupe du sport adapté et du sport pour les personnes dites handicapées. Et aujourd'hui, si vous regardez dans le budget du département, on finance toutes, bien sûr, les structures qui accueillent des personnes handicapées de façon massive, hein, et elles sont très nombreuses dans ce département. Et un des projets phares de la mandature qui vient, c'est quand même de créer un lieu particulier en direction
des personnes victimes de troubles autistiques sur une période d'âge où aujourd'hui peu de choses sont faites, sur les 15-25 ans. Et donc ce sera un site qui sera réalisé sur la commune de Mont-de-Marsan. Et donc ça, c'est un projet à la fois innovant et qui apportera, je l'espère, une réponse un petit peu nouvelle pour ces personnes qui sont beaucoup, dont les familles sont beaucoup en détresse aujourd'hui. Alors on arrive à la fin de cet entretien. Est-ce qu'on a fait tout le tour? Vous avez peut-être quelque chose à dire? Je sais que l'éducation est au cœur de vos priorités. Est-ce qu'on a oublié un sujet sur les jeunes? Je sais que les jeunes tiennent une grande place dans le département. Peut-être dire que au niveau des collèges, donc nous avons 39 collèges dans les Landes et qu'effectivement ils sont situés, on a essayé de faire un maillage territorial, hein, de sorte que les collégiens aient des temps de transport réduits. Alors on aurait pu choisir de faire des gros collèges moins nombreux, mais nous on a vraiment choisi de faire des petits collèges à taille humaine pour que les conditions de réussite des élèves soient les meilleures possibles, pour qu'ils ne soient pas trop loin de leur domicile. Et puis on a essayé vraiment de leur offrir de quoi s'épanouir dans ces collèges, avec évidemment l'opération emblématique, un collégien, un ordinateur portable, qui a pris vraiment tout son sens pendant la pandémie, où l'inspecteur d'académie souligne que on a eu un taux de décrochage scolaire moindre par rapport aux autres départements qui n'avaient pas ces outils-là. Moi, ce que je souhaitais, c'est vrai que c'est des sujets qui nous préoccupent beaucoup aujourd'hui aussi, c'est qui concernent à la fois la transition énergétique, donc avec un plan relativement ambitieux qui souhaite que les Landes soient autonomes énergétiquement en 2033. Et la problématique qui est devant nous, et particulièrement sur notre territoire et l'ensemble du littoral, c'est la problématique de rendre accessible le foncier à toutes les personnes actives qui travaillent sur ce territoire et qui aujourd'hui ont de plus en plus de mal à se loger. C'est quand même un défi très important à relever dans les années qui viennent, de redonner la possibilité, parce que c'est bien d'être attractif, mais aujourd'hui, les personnes qui arrivent de l'extérieur arrivent parfois avec des moyens plus importants que les revenus qui sont perçus par les Landaises et les Landais, et quelque part excluent de certains territoires une partie des actifs. Et il faut donc que la puissance publique puisse réguler un petit peu plus la problématique du foncier. Donc il y a un certain nombre d'actions qui ont déjà été mises en place, qui vont être largement renforcées à travers aussi les politiques de revitalisation des centres-bourgs. Alors on arrive à la fin de cet entretien. Je vais vous poser la question que je pose systématiquement à tous les candidats. Le 20 juin, on va aller voter. Il y a 3 listes sur votre canton. 4, 5. Excusez-moi, j'ai des notes, je m'engueulerai tout seul après. Il y a 5 listes sur votre canton. Pourquoi au moment où je dois choisir une liste, je vais choisir la vôtre plutôt qu'une des 4 autres? Je crois qu'on a su démontrer qu'on menait une politique dynamique et ambitieuse. Moi, je souhaite poursuivre mon engagement au service de cette politique, parce que je suis une élue de proximité, je suis très attachée au canton de Côte-d'Argent. Je crois que j'ai appris une certaine expérience de ces 5 ans, monter un dossier, m'occuper de l'éducation, et je souhaite poursuivre cet engagement qui est dénué de toute ambition politique personnelle, vraiment. Si je souhaite poursuivre, c'est que je pense pouvoir apporter quelque chose au canton et plus largement au département. Et ce qui m'intéresse, c'est l'intérêt général, c'est la solidarité, j'en ai déjà parlé, et la justice sociale. Voilà, ce sont des valeurs qui me tiennent très sincèrement à cœur. Je crois que si parfois au niveau national on peut douter de l'efficacité de certaines politiques liées à la solidarité, ou du moins des choses qui ont échoué parce que les dirigeants se sont éloignés des valeurs, dans ce département on s'est attaché, et c'est vrai que c'est aussi l'héritage d'Henri Emmanuelli, à mettre en concordance les valeurs que l'on défend dans les discours et les actes au quotidien que l'on mène. Et donc, dans la mesure où on a démontré l'efficacité de ces mesures, qui sont venues accompagner à la fois les personnes en difficulté, mais aussi le développement, parce qu'on est très attaché au développement du territoire, et tout en protégeant son cadre de vie. Je pense que les meilleurs ambassadeurs, souvent, de la politique que nous menons, c'est souvent les personnes qui arrivent de l'extérieur, parce qu'elles arrivent à faire la différence entre ce qu'elles vivaient, là où elles étaient, et ce qu'elles peuvent vivre aujourd'hui. Et c'est souvent elles qui le disent, qui sont surprises qu'il y ait de telles politiques qui puissent être menées. Et je pense que si les personnes sont satisfaites de l'action qui est conduite, je crois que c'est la meilleure raison pour qu'ils poursuivent avec nous et la liste que nous conduisons, les Landes avec vous.
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de passer nous voir pendant cette campagne. Je vous souhaite une bonne continuation. Je vous dis à très bientôt.